Bonjour, Maître Gary Capollon. Bonjour, comment allez-vous, Maître Desmoulins? Ça fait plaisir Ça va, d'être avec vous. ça va super bien et merci de demander. J'espère que vous allez bien également. Et c'est un plaisir pour nous, au niveau du programme de pratique de droit de l'Université d'Ottawa, de vous accueillir encore une fois. C'est toujours un plaisir. Et cette année, une fois de plus, le programme de pratique de droit de l'Université d'Ottawa célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Le programme de pratique du droit, communément appelé PPD, c'est un programme créé par le barreau de l'Ontario. Et c'est également un programme qui est offert en français par la section de Common Law de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Le PPD offre aux diplômés en droit titulaires d'un diplôme canadien de premier cycle, JD ou équivalent, une voie d'accès à la profession d'avocat du barreau de l'Ontario. Le programme est dirigé par Maître Christiane Sad, notre directrice. Et moi, je suis Stanley Desmoulins, avocat en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Je suis également un ancien du PPD. Curtis et moi sommes les deux chargés de projet juristes et Elodie en est l'assistante administrative. Donc, pour aujourd'hui, notre causerie avec Maître Gary et Apollon va être très intéressante. Nous sommes à une année de la décennie où l'ONU avait décidé qu'on allait fêter ou encore célébrer les Noirs. Donc, c'est la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies. Donc, on va parler, mais on ne va pas entrer beaucoup dans les détails, mais on va avoir des considérations beaucoup plus générales. Donc, Maître Gary Apollon, en lisant votre biographie, on voit que vous êtes une personne qui mérite à être à connaître. Donc, vous enseignez à l'Université d'Ottawa au programme business, au programme des affaires, et vous êtes également avocat à Justice Canada. Et À vous temps avez partiel. À à temps temps partiel. partiel, merci de préciser, et également vous dirigez une entreprise que vous aurez l'opportunité de nous en parler. Mais Ouais. quelle est la meilleure Et je personne? suis cinéaste en résidence au Lincoln Alexander School of Law à TMU. Tout Donc, je à suis fait. aussi impliqué dans la plaidoirie visuelle que j'enseigne au programme de pratique du droit. Je suis aussi impliqué dans ce domaine-là avec une faculté de droit à Toronto, Lincoln Alexander School of Law. Tout à fait. Donc, c'est pour cela que je voulais que vous, en tant que la personne qui vous connaît le plus, la plus de nous parler de votre parcours. Brièvement, parlez-nous de votre parcours professionnel, parce que nous voulons que des personnes comme vous puissent inspirer les jeunes juristes noirs en particulier. Ben, brièvement, je ne vais pas trop parler. Je pense que plusieurs personnes voient le succès, mais il y a eu plusieurs difficultés dans le chemin, mais c'est la force de persévérer, la résilience qu'on réussit. Un des points marquants dans ma carrière a été que j'ai eu la chance d'être accepté dans un programme de maîtrise en droit à University Pennsylvania Carey Law School, donc à Penn Law. Donc, qui est une université Ivy League, j'ai été accepté. C'est là que j'ai appris le cinéma pour les avocats ou la plaidoirie visuelle en anglais, Visual Legal Advocacy. Donc, en 2012, j'ai gradué, ça a changé ma vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai lié ma passion pour le cinéma avec le droit. Et bon, c'est ça, je pense que c'est le point marquant de ma carrière comme avocat, c'est que j'ai trouvé une passion. J'ai été capable de relier ma passion pour le cinéma, les documentaires avec la pratique du droit. Donc, c'est ce qui m'a plus marqué dans ma carrière. Merci beaucoup. Il y a un vieil adage qui dit que le doigt mène à tout. Donc, dans Ça, c'est votre vrai. cas, Ouais, c'est bon, ça, ouais. dans votre cas, le doigt vous a amené à devenir un cinéaste. Donc, en décembre 2014, l'Assemblée générale de l'ONU a proclamé dans sa résolution 68-257 la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Donc, Ouais. cette décennie a débuté en 2015 et ce sera la fin de la décennie l'année prochaine, en 2024. On a constaté, moi j'ai constaté, des progrès ont été réalisés. On parle beaucoup plus de la contribution des Noirs dans les sociétés. Il y a aussi des réflexions qui se font chaque année. Les gouvernements ont réalisé certains progrès et certains gouvernements estiment qu'il y avait un problème. Des actions positives ont été entreprises. Il reste quand même des défis liés à la discrimination, à la pauvreté
et aux opportunités économiques, entre autres. Est-ce que vous partagez une opinion comme celle-là? Je pense que les difficultés, le racisme contre les Noirs est encore un problème systémique. Donc, quand on dit systémique, les gens n'aiment pas ce mot-là, mais c'est la réalité, c'est intégré dans nos systèmes. Ça ne veut pas dire que tout le monde est raciste, mais c'est historique. Il y a eu l'esclavage pendant plus de 400 ans. Donc, tous les stigmas, le racisme contre les Noirs perdurent et euh, puis les gens ont plein de biais inconscients sans savoir. Donc, n'importe qui est noir, peu importe leur niveau social, qu'ils soient avocat, chirurgien ou entrepreneur millionnaire, ils vont pouvoir vous donner des témoignages de racisme qu'ils vont vivre. Même quelqu'un comme Oprah, qui est célèbre, milliardaire, elle a vécu beaucoup de racisme dans sa carrière et elle continue à vivre des incidents de racisme. Donc, c'est une réalité pour nous tous. Je pense que qu'est-ce qui a été plus marquant, c'est pas la décennie onusienne, c'est vraiment l'incident de George Floyd qui a vraiment venu, qui a été planétaire, mais vraiment qui a eu malheureusement le meurtre a amené un réveil collectif ici en Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, au Canada, et on a commencé à voir des répercussions positives. Donc, après l'incident de George Floyd, j'ai été impliqué dans beaucoup d'initiatives. Au ministère de la Justice, on avait créé le Black Employee Networks, qui est vraiment un regroupement de tous les gens noirs. Il y a aussi, sans parler, plusieurs Noirs qui ont été promus sur des conseils d'administration, qui ont reçu des promotions dans les organisations parce que ça faisait des décennies que la discrimination, que des gens n'avaient aucune promotion. La preuve de ça, c'est qu'actuellement, par exemple, dans la fonction publique canadienne, il y a le Black Class Action, qui est un gros recours en non collectif de tous les employés noirs contre le gouvernement fédéral. Et je peux dire que n'importe qui a travaillé dans des entités gouvernementales qui est noir sait que c'est très vrai. La discrimination qui est quelque chose qu'on vit tous les jours. Donc, il y a un mouvement qui est en train de se faire autant juridique que social pour conscientiser les gens. Et comme mes deux filles me disent toujours, ils me disent, papa, tu dois parler. Souvent, les anciennes générations, on ne veut rien dire, mais elle me dit, ma plus jeune, elle dit souvent en anglais, silence is violence. Donc, pas parler, c'est pas aider la cause. Et souvent, il va y avoir des gens de la vieille école qui vont minimiser les choses, qui vont dire, oh non, moi, c'est pas si pire, j'ai rien vécu. Ça, c'est le genre de message que tout le monde aimerait entendre, mais c'est de la positivité négative. Ça ne sert à rien. Donc, c'est une réalité qu'on continue. Mais dans tout ça, moi, je dis souvent avec mes amis, it's a beautiful struggle. On est fiers de qui on est, puis moi, je ne voudrais pas changer la couleur de ma peau. Je ne voulais pas être une personne différente. On est fiers de nos origines haïtiennes, africaines. On est fiers de nos origines noires et on continue ensemble. Et on a des alliés. C'est commencé je viens d'une famille biraciale, donc je suis la preuve vivante qu'il y a plusieurs personnes blanches qui sont là pour nous aider, nous aimer, puis qui voient ce struggle-là comme leur struggle aussi, qui sont là pour nous aider. Tout à fait. Et c'est ensemble qu'on va résoudre les problèmes Ouais, liés à la race. Donc, ouais, que représente pour vous le mois de l'histoire des Noirs? En ouais. quelques mots, qu'est-ce que ce mois représente pour vous? Ben, moi, je pense que c'est très important. C'est notre mois chaque année en février. Mais c'est aussi le mois le plus court de l'année, donc il faut faire attention pour pas que ce soit juste une célébration éphémère. C'est quelque chose qu'on doit célébrer toujours et être conscient, mais c'est bien au moins qu'on ait un temps spécial réservé pour nous pour pouvoir discuter et faire la promotion euh, de nos contributions pour notre pays, pour notre profession et c'est ça. Donc, c'est quelque chose qui est pendant un mois, mais c'est quelque chose qu'on doit continuer à vivre toujours. Tout à fait. Donc, de ce que j'ai compris, il est toujours pertinent de célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Ma prochaine question pour vous, donc, est-ce que vous avez des conseils? Donc, vous avez de l'expérience dans l'enseignement, dans les affaires et en tant qu'avocat. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour les juristes francophones noirs qui souhaitent se démarquer ou exceller dans la profession d'avocat?
OK. Donc, je pense que pour notre communauté, c'est important. Je vois maintenant de mon enseignement au programme de pratique du droit et je pense que la nouvelle génération sont très voient les opportunités, savent où aller. J'avais fait l'erreur, une petite anecdote, en 2004, quand j'avais été appelé au barreau, j'avais le rêve de travailler sur Bay Street comme avocat. J'avais été dans tous les grands bureaux d'avocats, ils m'avaient tous rejeté, car à l'époque, maintenant j'enseigne en anglais, je travaille aux États-Unis, partout, mais à l'époque, mon anglais n'était pas au niveau qui est maintenant. Et c'était une erreur stratégique parce que j'aurais traversé la rue ou j'aurais été à quelque part, il y avait le conseil des écoles catholiques ou secondaires francophones, ils cherchaient des avocats en droit corporatif ou qui étaient bilingues. Le gouvernement de l'Ontario m'aurait engagé on the spot parce qu'il y avait besoin d'avocats bilingues. Mais moi, j'ai pas compris que mon profil linguistique était une force dans l'Ontario. Donc, maintenant, je vois que la nouvelle génération, ils ont réalisé ça. C'est sûr, si on reste à Ottawa, ben là, tout le monde on sait qu'il faut être bilingue à Ottawa, mais si tu vas à Toronto, pour le gouvernement de l'Ontario, les compagnies ou les commissions scolaires ou les hôpitaux qui offrent des services en français ou les communautés en français, ils ont besoin d'avocats, d'avocates, de praticiens en droit bilingues et francophones. Donc, on a une place dans la profession juridique, puis il faut la défendre, puis il faut la garder. Tout à fait. Donc, je l'ai déjà répété que donc, vous avez beaucoup d'expérience. Donc, maintenant, au niveau de la fonction publique, on sait qu'il y a des gens qui sont intéressés par la fonction publique, d'autres aimeraient travailler dans le privé et d'autres dans le communautaire. Donc, nous aurons une causerie avec des personnes qui viennent de chacun de ces domaines. Mais pour vous, dans la fonction publique, donc, est-ce que vous voyez des avantages pour un jeune juriste de choisir la fonction publique au lieu d'aller dans Mais un là, on parle de autre qui? Un domaine? juriste noir ou un Un juriste? juriste noir. Donc, je parle en OK. général de juriste noir, c'est le mois de OK, l'histoire des Noirs, c'est le mais mois de l'histoire des Noirs. Bon, ben, on va être real. Je pense que dans la fonction publique, il y a un recours en non collectif. Je pense pas qu'être une personne noire, c'est le meilleur endroit pour travailler. Malheureusement, même si je travaille là, je travaille souvent, je fais du mentorat auprès de plusieurs jeunes noirs et je l'ai dit sur le ministère de la Justice ouvertement, même si je suis encore à temps partiel. Les jeunes noirs aiment mieux, depuis George Floyd, ils ont des offres pour aller travailler dans des grands cabinets, McCarthy, Norton Rose, Gowlings, et ils font très bien. Les grands cabinets ont des meilleures politiques souvent pour intégrer les minorités raciales comme les Noirs. Le gouvernement, c'est toujours plus long. On va espérer qu'il va y avoir des changements importants qui vont venir. On travaille là-dessus. Je suis un des cofondateurs du Black Employee Network au ministère de la Justice. Mais moi, je le dis, il faut être honnête. Il y a des obstacles. Donc, j'en suis la preuve vivante malgré toutes mes... Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de sortir un peu, d'être à temps partiel, de donner ma meilleure contribution pour les Canadiens, parce que quand on travaille dans le secteur public, on le fait pour le public service, on le fait pour le public, on le fait pour un service. Donc, moi, je crois à ça. J'aime beaucoup le Canada, je le fais pour notre pays. Mais de dire pour ma carrière, je ne peux pas dire c'est toujours facile, c'est dur. Mais il faut garder à l'esprit qu'on le fait pour quelque chose de plus important. Ceci dit, la fonction publique m'a permis aussi de travailler sur ma carrière de professeur et de chercheur juridique. J'ai plus de 10 publications dans des revues de droit américaines. mes Euh, félicitations. j'ai enseigné à des milliers de personnes dans la fonction publique. J'ai fait des tours canadiens. J'ai enseigné un cours sur l'antiracisme pour la réconciliation avec les peuples autochtones. J'ai voyagé partout au Canada. J'ai fait des choses là et comme avocat en droit commercial, des transactions, des contrats de 150 millions, 375 millions, j'ai fait ça. Donc, la fonction publique offre des dossiers juridiques que le secteur privé, tu pourrais juste rêver de faire. Donc, ça, c'est un des avantages stratégiques à penser. L'autre chose, ça permet aussi, comme moi, j'ai enseigné, puis là, maintenant, je fais des films avec des universités, tout ça. Et d'ailleurs, je suis avocat, cinéaste en résidence à Lincoln Alexander School of Law. Donc, énormément de travail sur les heures de travail, tout ça, mais il y a quand même, on peut quand même
c'est pas vrai qu'on travaille moins, mais on peut mieux gérer son temps. C'est pas comme un cabinet d'avocat où c'est vraiment privé. Tu vas être dédié 24 sur 24. Là, j'ai des amis qui ont leur cabinet ou qui sont dans des grands cabinets. C'est les week-ends, c'est tout le temps. La fonction publique offre une meilleure équilibre vie-travail, mais il reste, c'est pas vrai que c'est pas occupé. C'est extrêmement occupé. Il faut pas. Puis c'est des dossiers vraiment pour l'intérêt public, c'est des beaux dossiers. En tout cas, pour moi, ça vient m'interpeller. Je Donc, comprends. c'est ce que j'ai à dire, mais pour si je parle aux avocats, aux avocates noirs, aux jeunes professionnels, vous allez avoir des difficultés, là. Mais il y a de l'espoir. C'est ça le plus Actuellement, important. la Associate Deputy Minister au ministère de la Justice, c'est une femme noire. Il faut Tout le à dire. fait. Faut le dire. Donc, il y a toujours de l'espoir. Donc, il faut travailler et saisir les opportunités. Mais il va y Mais avoir des obstacles, des difficultés comme tout le monde. Et de toute façon, le secteur public, il faut parler au-delà de la couleur de la peau. Le secteur public, de façon générale, a des problèmes de gestion de talent. Donc, tu peux être de n'importe quelle race ou la gestion de talent, c'est difficile. Ça ne veut pas dire parce que tu es talentueux, tu travailles fort, que tu vas nécessairement avoir des promotions. Il n'y a pas toujours cette corrélation-là dans le secteur public. Il y a des difficultés. Ça, c'est tout le monde qui peut avouer ça. Ils s'efforcent de changer ça, mais c'est dur. Donc, si on est conscient de tout ça, les points positifs, négatifs, la fonction publique, c'est un endroit vraiment intéressant. je comprends. Donc, maintenant, nous allons aborder un aspect un peu plus économique. Vous êtes avocat entrepreneur, vous êtes propriétaire de CPE Studio, vous Oui, réalisez des documentaires de formation continue pour les avocats et d'autres oui, professionnels, et vous êtes avocat cinéaste, je peux le dire. Mais oui. comment vous avez été appelé à devenir cinéaste et qu'est-ce que vous faites concrètement comme avocat cinéaste? Oui, donc je l'ai mentionné vitement, c'était quand je suis allé aux États-Unis à Penlock, c'est professeur Regina Austin, qui était une des premières femmes afro-américaines à être professeure en droit dans une faculté de droit Ivy League aux États-Unis. Donc, qui a créé le concept de plaidoirie visuelle de Visual Legal Advocacy et qui m'a enseigné ça. Et bon, c'est devenu ma passion. Donc, le genre de projet, qu'est-ce qu'on fait? Bon, quand on fait des films, il faut avoir son propre studio de production. Par exemple, il y a pour des questions aussi au niveau juridique, tout ça, les universités ne peuvent pas faire des films. Hein? Donc, ils font des associations avec des cinéastes comme moi, mais aussi il y a des crédits d'impôt, il y a plein de choses qu'on peut profiter quand on a une société de films. Deux projets, des exemples de projets. Donc, je fais des films sur la fraude avec Association of Certified Fraud Examiners. Je suis en train de créer une série sur la fraude. La série va être accréditée pour les comptables et les Certified Fraud Examiners. J'ai aussi ce titre-là. J'ai obtenu mon titre l'été dernier, donc je suis Certified Fraud Examiner. Comme avocat en droit commercial, j'ai une spécialisation en conformité, en éthique et lutte contre la fraude. Donc, on fait des films là-dessus qui sont accrédités pour les avocats, les comptables aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. C'est une grande association et on est dans l'histoire, le noix de l'histoire des Noirs. Donc, Lincoln Alexander School of Law. Lincoln Alexander, c'est vraiment une légende pour tous les Noirs au Canada. La faculté de droit porte son nom. Ils ont un programme de justice raciale et la doyenne Donna Young, qui est une femme noire, une doyenne noire, sont vraiment dans les valeurs de la faculté de faire la promotion de la justice raciale. Donc, je travaille actuellement sur une série documentaire originale qui vont montrer la discrimination, le racisme contre les Noirs dans le système d'éducation en Ontario parce qu'il y a eu un gros rapport qui avait été demandé par le ministre de l'Éducation de l'Ontario, Peel Region, qui a confirmé que dans Toronto, dans ce coin-là, il y a du racisme systémique contre tous les Noirs dans le système d'éducation. Donc, je vais faire un film, une série documentaire qui va mettre en relief le racisme contre les Noirs dans les systèmes d'éducation. Donc, c'est un exemple de deux projets actuellement que je travaille et j'ai un projet avec le programme de pratique de droit pour faire un film sur
un petit documentaire sur la plaidoirie visuelle pour mettre en relief le beau travail que les cliniques juridiques font pour aider à l'accès à la justice, à l'accès à la justice en français aux justiciables ontariens. Tout à fait. Donc, nous avons hâte de regarder ces vidéos. Donc, toujours sur l'entrepreneuriat. Donc, quel défi que vous observez quel défi que vous observez chez les jeunes juristes entrepreneurs et comment vous pensez que ces juristes-là peuvent surmonter ces défis-là? Je pense que le programme de pratique de droit, on est vraiment à l'avant-garde. On a la compétition pitch où on enseigne des valeurs entrepreneuriales aux avocats. Parce que gérer sa firme d'avocats ou gérer la relation avocat-client, ça prend des aptitudes, une mentalité entrepreneuriale. Le service à clientèle axé sur le client, ça prend quelqu'un qui a une approche entrepreneuriale, même dans le secteur public, parce que sinon, vos clients ne seront pas contents. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on enseigne au PPD comme valeur. Mais je pense que dans le concret, puis là, je vais être complètement honnête, les entrepreneurs sont rarement des médecins entrepreneurs ou des avocats entrepreneurs. Pourquoi? Tu fais plus d'argent à pratiquer le droit ou pratiquer la médecine. Être entrepreneur, je vais être honnête, là, j'entrevois, j'ai un employé à temps plein qui travaille avec moi, qui m'aide à faire les films, mais je peux pas dire que je me paye même pas de salaire. C'est vraiment une passion. Peut-être qu'un jour, on ne sait pas, j'ai des ambitions, j'ai des rêves. Mon concept est similaire à Netflix pour les comptables, les avocats, mais pas rendu là. Donc, je pense que la plus grande difficulté pour les avocats d'être entrepreneurs, c'est vraiment comme les médecins, c'est de dire on fait plus d'argent en pratiquant dans notre domaine de pratique comme professionnel. Et aussi, on n'a pas toujours les aptitudes entrepreneuriales. C'est pour ça, les comptables, on va voir souvent les comptables deviennent des CEO dans les entreprises ou vont lancer des entreprises parce qu'ils ont un background, ils ont fait leur étude, leur baccalauréat en business, ont une certaine compréhension de ça. Mais de façon générale, je pense que toute bonne avocate se doit d'avoir des aptitudes, une compréhension de l'entrepreneuriat pour réussir. C'est pour ça qu'on l'enseigne au PPD. Mais de dire de vous lancer dans une entreprise, au-delà d'avoir son propre cabinet d'avocat qui est une petite business, là, quand on a ça, je ne connais pas, je suis dans mon réseau, je connais aucun avocat entrepreneur comme moi. Je n'en connais pas. À part ceux qui gèrent leur propre firme d'avocat, j'en connais un. À Ottawa, je suis allé à l'école avec, donc un seul. Je comprends. Donc, vous travaillez dans plusieurs domaines. Donc, pour un juriste noir ou pour une personne de la communauté noire qui aimerait savoir des techniques pour bien gérer son temps, parce que le temps, en général, c'est C'est pas très toujours une dur. notion Donc, c'est maîtrisée. très dur, c'est très dur. Donc, pour revenir à la question que tu m'avais posée avant, il y en a qui vont regarder ça et vont dire, c'est pas vrai, moi, je suis entrepreneur, je suis avocat. Qu'est-ce que je voulais dire pour retourner à ça en parlant de gestion du temps? Quelqu'un qui va être à 100% entrepreneur, qui pratiquera pas le droit, c'est ça que je voulais dire. Je connais un ami un entrepreneur à Ottawa, il a énormément de succès, il y a des piscines pour les enfants, tout ça, mais il continue à pratiquer le droit pareil. Donc, je ne connais pas un avocat ou un médecin entrepreneur qui pratique plus dans son domaine. Puis souvent, c'est parce qu'on adore notre domaine, on va continuer à pratiquer. Mais c'est ça que je voulais dire. Donc, ça revient à la gestion du temps. Gérer le temps, c'est la chose la plus difficile. Donc, chaque matin, j'ai mon horaire et ça prend quelqu'un qui va vous aider. Ça prend de l'assistance. Donc, pour mes films, par exemple, j'ai un executive producer. Quand je suis au bureau, on a des assistantes juridiques, on a des assistants juridiques, on a des parajuristes qui nous aident. Donc, ça prend de l'aide. Il faut utiliser les nouvelles technologies, puis il faut se faire une liste. Puis, psychologiquement, moi, je fonctionne encore old school. J'ai ma liste de choses à faire le matin, puis je mets done. Donc, ça m'aide psychologiquement à passer à travers la journée parce que les journées sont chargées. Et je me réserve environ 1 heure à 2 heures par jour pour faire de l'activité physique. Aller prendre une marche, aller au gym, aller faire de la natation, aller faire du ski alpin. Hier, j'ai terminé le travail plus tôt pour aller skier. Si on ne fait pas d'exercice physique, notre cerveau fonctionne mal.
Ça, c'est bien de le mentionner. Donc, il faut faire du sport, surtout avec le stress euh, qui fait partie intégrante du milieu de travail de l'avocat ou de l'avocate. Donc, l'avant-dernière question que j'ai pour vous, quelle suggestion avez-vous pour faire du réseautage ou trouver des mentors quand on sait que en général, il faut avoir des connexions. Donc, le domaine du droit, c'est un domaine Ouais, parfois où il ouais, faut trouver un mentor pour à aider quelqu'un à ouais. progresser. Donc, quelles sont vos suggestions? Cette année, merci. Je vais donner un conseil rapide. Justement, hier, je parlais de mentorat au sein du ministère de la Justice. Puis, quand on veut bâtir une relation avec un mentor, c'est comme la négociation. J'enseigne la négociation au programme de pratique du droit. C'est pas qu'est-ce que vous allez recevoir, mais c'est qu'est-ce que l'autre personne va recevoir. Et je pense que nous, comme jeunes noirs ou tout avocat racialisé, vont vraiment aimer mon message. C'est quand vous approchez des mentors, expliquez-leur qu'ils vont avoir vraiment un avantage stratégique de vous aider. Que peut-être qu'ils vont avoir plus qu'ils vont retirer que vous allez retirer. Parce que si, par exemple, on a un mentor qui est blanc, eux, de travailler avec nous, on va aider à améliorer leur intelligence culturelle. On va les aider à avoir, parce qu'en travaillant avec nous, au sein du mentorat, ça, toutes les recherches le prouvent. Le mentor retire autant que la personne qui reçoit le mentorat. OK? Et c'est ça la relation, la dynamique, c'est que ça devient pas juste le mentor qui nous aide, mais nous qu'on aide le mentor en lui expliquant les défis qu'on fait face, les choses, les biais qu'on... Et là, après, lui, il va écouter ça, puis il va dire, ah, là, il va améliorer son intelligence culturelle, son habilité de gérer un personnel multiculturel, multiracial, de ne pas se faire accuser d'être raciste parce qu'il va avoir entendu les choses, les endroits où il faut faire attention, ou de comment contribuer, aider activement à quelqu'un de racialisé à avoir du succès dans la profession. Donc, on a énormément contribué. Donc, si vous voulez aller vous chercher des mentors top-notch, vous leur dites ça, dites, hey, en passant, c'est pas toi qui vas me donner juste du temps, c'est moi qui vais te donner du temps quand je vais t'aider à améliorer ton intelligence culturelle. Alors, peut-être pas comme ça, là, parce qu'ils vont peut-être se sentir offusqués, ils vont dire, je suis déjà intelligent, mais c'est de l'expliquer que c'est une relation mutuellement bénéfique. Tout à fait. Donc, l'autre question que j'ai pour vous, est-ce qu'il y a d'autres enjeux ou éléments dont vous souhaitez discuter? Donc, des éléments que je n'ai pas abordés dans la causerie. Juste en terminant rapidement, juste encourager les avocats noirs, les avocates noires et vraiment tous ceux racialisés. La lutte contre le racisme dans notre profession juridique en Ontario et dans notre pays, partout dans le monde, c'est encore une réalité. Et on doit contribuer à la justice sociale et économique. On a un rôle à jouer. Donc, juste d'être conscient de ça. Puis pendant le mois de l'histoire des Noirs, c'est ça qu'on vient célébrer et c'est ça qu'on se rappelle. Puis qu'on peut tous faire une contribution positive. C'est tout. Tout à Peace. fait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous accorder cette entrevue. Donc, j'espère que les personnes qui vont regarder la vidéo vont beaucoup apprendre des discussions que nous avons eues. Et nous aurons très bientôt une autre causerie. Donc, au nom de l'équipe Maître, cette PPD, année, ça a été un plaisir de voir tes succès, de voir des anciens étudiants du PPD qui ont beaucoup de succès, qui sont maintenant avocats en Ontario. C'est toujours un plaisir. Puis, ben, je continue de travailler avec le programme de pratique de droit que j'adore et un beau programme. On continue de travailler fort ensemble. OK. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà. Au revoir.